Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour parler de l'avenir de votre ville, l'avenir de la place de la Petite-Hollande, avec 4 invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Henri Bava est architecte et paysagiste urbaniste, c'est plutôt comme ça qu'on dit. Pascal Prat, vice-président de Nantes Métropole. Thomas Quiérault, adjoint au maire, et Gildas Salin, adjoint au maire également de Nantes. Bonsoir et meilleurs vœux, Gildas Salin. Merci, bonsoir, meilleurs vœux. Qu'est-ce que vous nous souhaitez à toutes celles et ceux qui nous suivent? Oh, je ne serai... C'est vous qui avez été désigné comme l'élu qui devait nous souhaiter ces vœux. Bah, écoutez, je ne serai pas très innovant en la matière, mais tous mes vœux, évidemment, des vœux de bonheur, et puis encore plus, bien sûr, des vœux de santé. Ça peut sembler ordinaire habituellement, mais cette année, c'est tout particulièrement important. Et puis, permettez-moi de terminer tout simplement aussi avec, je nous souhaite une année conviviale et joyeuse. Et tout le bonheur du monde, bien évidemment. Vous réagissez sur le chat de votre écran, juste à côté de votre écran. On a déjà des questions, ça c'est très bien. Comme ça, vous avez pu prendre le temps de commencer à y réfléchir. Et puis nous prendrons bien sûr vos réactions à plusieurs reprises dans cette émission. Cette réunion publique aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle signifie dans le calendrier? Pourquoi cette réunion publique aujourd'hui, Gildas Salin? Je rappelle que vous êtes adjoint au maire en charge des commerces et du quartier centre-ville. Eh bien, cette réunion se déroule dans le cadre de la concertation préalable au titre de l'article L103.2 du Code de l'urbanisme. Il faut être précis en la matière. Que vous connaissez par cœur. Bien entendu. Que lui. Nous regrettons évidemment de ne pas pouvoir la tenir en présentiel, mais les conditions sanitaires, vous l'aurez compris, ne nous le permettent pas. Je précise au passage que nous sommes démasqués parce que les règles de sécurité nous le permettent. Ouais. Cette concertation qui a débuté en janvier 2020 comporte obligatoirement une réunion publique. Cette réunion, celle de ce soir, donc, clôture donc un cycle important de concertation sur ce projet. Une concertation qui a pris plusieurs formes depuis le début du lancement de ce projet. Ce projet Loire-Au-Cœur Petite-Hollande, c'est l'un des engagements que nous avions pris à l'issue du grand débat Loire, Nantes, la Loire et nous, c'était en 2015, à savoir remettre la Loire au cœur d'un grand projet commun. C'est vrai qu'avec le projet du Bas-Chantenay, avec le grand parc des bords de Loire, côté Pirmil ou bien côté île de Nantes, et avec la requalification des berges. Fin 2017, le choix de l'équipe de concepteurs du projet Loire-Au-Cœur s'est fait en associant pour la première fois un atelier citoyen qui comprenait 30 personnes. L'équipe lauréate est menée par les paysagistes de l'agence Terre, représentés ce soir par Henri Bava. Ce projet d'aménagement de la Petite-Hollande a évidemment été défini avec les habitants et avec les acteurs de la métropole. Un grand cycle de dialogue citoyen et de concertation a été engagé pendant plus de 2 ans, entre 2017 et 2019. Ce dialogue citoyen, ce mode de travail est indispensable et nécessaire et au cœur de la définition des projets. C'est d'ailleurs devenu un marqueur de la méthode nantaise. On a eu à la fois 2 ateliers citoyens, des workshops avec des acteurs et des professionnels du territoire, des rencontres bien sûr avec les commerçants du marché. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer mon collègue Hervé Fournier qui a rencontré encore la semaine dernière les représentants des commerçants. Et puis évidemment les représentants du Conseil nantais du patrimoine. Au total, plus d'1 an d'échanges et de débats avant cette concertation préalable obligatoire qui vient conclure ce cycle et vous présenter ce que nous avons retenu ce soir. Un projet qui va demain rentrer en phase d'étude avant les travaux et je tenais à remercier tous ceux et toutes celles qui ont d'une manière ou d'une autre pris part ou le temps de participer à ces différentes modalités de concertation. Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, s'était d'ailleurs engagée lors de la dernière réunion publique en septembre 2019 à venir vers vous régulièrement pour vous tenir au courant de la bonne progression du projet. Du fait de la crise sanitaire, cela n'a malheureusement pas été possible en 2020. C'est donc ce soir l'occasion de tenir cet engagement. Merci à vous. Vous revenez bien sûr à plusieurs reprises, notamment pour répondre aux questions des internautes. Vous réagissez aussi souvent que vous le souhaitez. Vous nous parlerez notamment du devenir du marché de la Petite-Hollande, parce que les Nantais, les métropolitains et même au-delà sont très attachés bien sûr à ce marché mythique. Pascal Prat, vice-président de Nantes Métropole.
en charge de l'habitat, des projets urbains, de l'urbanisme durable. On va évidemment évoquer en détail ce qui a été retenu, encore un peu de suspense, mais d'abord rappelez-nous peut-être les objectifs de ce projet, lancé il y a déjà 3 ans. Rappelez-nous l'intention de départ. Alors il y a déjà des choses qui ont été évoquées tout de suite avec l'adjoint nantais. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on est engagé depuis plusieurs années maintenant sur cette réflexion issue du grand débat sur Nantes, la Loire et nous. Et aujourd'hui, on est sur un projet, Loire au cœur, qui se positionne dans cette centralité et qui a pour objet principal de réouvrir la ville sur son fleuve, de réouvrir la ville sur son ambiance maritime, qui est un point historique majeur de cette ville de Nantes. Cette ouverture, notamment à partir de cet espace, la Petite Hollande, il ne faut pas le perdre de vue, qui est un espace qui a été comblé et gagné sur la Loire, et c'est le projet donc Loire au cœur, et on parlera plus précisément tout à l'heure de Petite Hollande Gloriette, mais ce projet Loire au cœur, c'est celui qui va faire lien demain entre le canal Saint-Félix, à l'est du territoire de cette centralité, et qui va s'ouvrir jusqu'à l'ouest sur le quai de la Fosse, et puis venir se frotter sur ce qu'on appelle aujourd'hui le projet du Bas-Chantenay, la carrière Misérie, et ce parc qui s'ouvre autour de l'Arbre au Héron. Donc c'est un projet déterminant, puisque c'est un projet d'avenir pour la ville de Nantes, mais c'est aussi un projet d'avenir pour la métropole. On est au cœur de la centralité métropolitaine, au cœur de la centralité historique de notre ville-centre, et ça va nous rouvrir ces 4 kilomètres de berges qui vont de ce point du canal Saint-Félix au quai de la Fosse, nous rouvrir sur le fleuve, nous ouvrir sur ce retour à cette connaissance de l'eau et ce lien à l'eau, et puis faire demain, dans la construction de ce projet urbain, et qui va s'étaler tout au long de cet grand périmètre que j'évoquais, qui va venir s'ouvrir sur le fleuve, et puis qui va amener le fleuve non plus à être une barrière, mais au contraire à faire lien avec d'autres quartiers. Alors c'est un élément qui vient se positionner, je l'ai dit plusieurs fois, dans ce pulse nantais, entre Saint-Félix, Pré-Gauchet, Malakoff, et puis le futur quartier autour, après le transfert du CHU, et puis le quartier du Bas-Chantenay, et puis au sud, s'ancrer sur l'île de Nantes, bien sûr, et puis s'ancrer encore davantage au sud, sur Pirmille-les-Îles, ce nouveau quartier qui va aussi se développer aux confins de la ville de Rezé. Donc, ne pas tourner le dos au fleuve, c'était l'enjeu qui était sorti du grand débat sur Nantes, la Loire et nous, et qui se trouve aujourd'hui traduit dans ce projet très ambitieux, qui va se dérouler en plusieurs étapes. Ça a été rappelé et ça va être dit tout à l'heure, et qui va se dérouler sur plusieurs années. On parle d'une quinzaine d'années de réaménagement de ce grand territoire placé au cœur de la ville, au cœur de notre métropole. La place de la Petite Hollande, c'est pour dans quelques années. Il faudra... Oui, c'est dans quelques années. Mais encore patienter, mais ce n'est pas 15 ans pour autant. On va y revenir tout à l'heure dans le lancement du projet. Et c'est ce que représentera Thomas, mon collègue, et puis monsieur Henri Bavard, l'urbaniste qui travaille sur le projet. Thomas Quérault, merci à vous Pascal Prat. Thomas Quérault, adjoint au maire, on parle de pulse de la ville, adjoint à la forme de la ville, de l'urbanisme durable, des projets urbains. Si on zoome davantage sur cette place de la Petite Hollande, qu'est-ce qu'il est important d'avoir à l'esprit? Et puis j'ai envie de vous entendre aussi sur ce qui a évolué, parce que 3 ans de concertation, il s'est dit beaucoup de choses évidemment. Le projet, il a évolué ces derniers mois. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez abandonné? Alors, ce qui reste dans les fondamentaux de ce projet, c'est avant tout une transformation profonde, très ambitieuse de cet espace. Ça fait partie des enjeux, on l'a dit, c'est une grande place qui, normalement, tracerait une perspective vers la Loire, mais aujourd'hui, la vue est un peu compliquée par ce fonctionnement en parking. Un des points fondamentaux sur lesquels je crois qu'il faut revenir le plus rapidement possible et dire les choses très clairement, ce qui n'a pas bougé, ce qui fait partie du projet depuis le début, c'est le maintien du marché. Là, pour nous, c'était dès le départ les premières réflexions, le fait que le marché reste à cet endroit-là, et toutes les concertations l'ont confirmé. Donc il restera sur la place et sur la même surface. Mais
au-delà du marché, on a une place qui est entourée d'équipements publics, la médiathèque, la piscine, des commerces, de la place de la Bourse jusqu'à la médiathèque. Et on est aujourd'hui encombré par ce parking. Donc l'enjeu, c'est de retrouver ce lien quasi physique, puisqu'on va aller former un quasi balcon sur le fleuve, et retrouver ce contact vers la Loire. Et donc, pour ça, effectivement, il faut passer d'un espace qui est aujourd'hui un espace bitumé, assez peu sympathique, il faut bien le dire, à quelque chose où on va retrouver du végétal. Au global, sur le projet, on aura 3 fois plus d'espace végétalisé qu'aujourd'hui, et où on va pouvoir installer un endroit avec divers usages, alors qu'aujourd'hui, ça n'est essentiellement que du parking et le marché le samedi. Donc l'idée, c'est de retrouver ce bon fonctionnement dans le projet. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de parking? Alors, il n'y a plus... il n'y a plus de parking souterrain non plus, puisque ça a été évoqué, je me souviens, lors d'une dernière réunion. On doit retrouver sur la place de la Petite Hollande une vraie fonction de place où on puisse venir se promener, faire du sport éventuellement, admirer le paysage. Effectivement, pour ça, le parking en surface va disparaître. Et effectivement, une des évolutions du projet, c'est le fait qu'il n'y ait plus dans le projet de parking souterrain sous la place de la Petite Hollande. Ça veut dire qu'on va avoir du mal à se garer dans le quartier? Alors, ça veut dire qu'on se garera différemment. Est-ce que vous avez réalisé des études précises là-dessus? Oui. On a fait effectivement des études, d'une part, et rappelons qu'y compris dès la concertation, on avait quasiment la moitié du panel citoyen qui était contre ce parking souterrain, l'autre moitié qui était pour. Donc c'était déjà un sujet assez partagé. Ce qu'on a mesuré, c'est le fonctionnement aujourd'hui du parking. Donc on sait qu'on a en gros 600 voitures qui l'utilisent au maximum de ses capacités. Un partage entre des fonctions pour des résidents donc, du secteur et des visiteurs, donc avec ces deux fonctions qui sont rassemblées. Évidemment, un parking qui est saturé le soir, puisque c'est la période où elle est gratuite, cet espace. On a l'usage qui est lié au marché pour en gros 250 commerçants forains, même s'il y en a seulement en gros une soixantaine qui se garent encore sur cet espace. Les autres utilisent des solutions ailleurs sur un périmètre plus élargi. Et surtout, les études elles ont montré qu'on avait dans les périmètres immédiats des parkings des disponibilités encore, puisque les parkings en enclos, en surface ou en ouvrage, soit en souterrain, soit en médiathèque, bâtiment. par exemple, la proximité immédiate. Voilà, tout à fait. Ouais. On a des disponibilités, puisque le taux d'usage est de 60 à 75%, donc y compris le samedi. Donc il y a toujours des espaces dans ces parkings, donc on sait qu'on a ces choses-là. Donc on est en train de travailler pour répondre à ces besoins, au vu de ces études, qu'on sait à environ 400 places pour les résidents et 400 places pour les visiteurs, même si on est aussi dans un contexte qui bouge. Les usages professionnels, avec le confinement, l'augmentation du télétravail, ils ont aussi bougé. On sait qu'on a aussi, et on l'a vu notamment aussi pendant le confinement, un déploiement beaucoup plus important des modes actifs, les vélos ou la marche à pied, qui ont aussi beaucoup plus été utilisés pendant ce dernier temps. Donc on est dans ce temps où on fait le point, mais aussi on sait qu'il y a des choses qui ont bougé. Donc vous anticipez sur les nouveaux usages en termes de déplacement. Ça veut dire que c'est la fin de la voiture en ville, Thomas Quérault, demain? Non, ce n'est pas la fin de la voiture en ville. En revanche, on est engagé, et pas que depuis ces dernières élections, mais dans un chemin qui est celui de la réduction de la place et de l'usage de la voiture, et notamment de sa place en surface. L'idée globale dans nos projets d'aménagement, elle est bien de laisser toute sa place aux piétons et aux modes actifs, en l'occurrence sur des fonctions par exemple de promenade, et en proposant des alternatives. L'idée n'est pas de tout interdire, mais bien de dire on peut faire autrement. Donc c'est par exemple les propositions sur le développement des transports en commun, la gratuité des transports en commun le week-end, la baisse des tarifs qui sont associés, et puis un certain nombre de renforcements d'offres. Il y avait le tramway, on en parlait hier soir. Voilà, c'était hier soir, il y avait concertation sur les nouvelles lignes de tramway. Un renforcement aussi important de l'accompagnement de tout ce qui est infrastructure pour les vélos, et puis les services qui y sont associés, mais également les fonctions d'autopartage, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser des voitures qui sont un peu sur un usage collectif, et puis parce qu'on sait que pour un certain nombre d'usagers, il peut ne pas y avoir d'alternative, en tout cas dans l'usage de la voiture. On souhaite proposer des solutions de parking, mais pas dans le centre-ville, et c'est la solution des parkings relais.
Donc il y a aujourd'hui quasiment 8000 places dans l'agglomération. On sait que dans la perspective du projet Petite Hollande, il faudra renforcer l'offre sur l'ouest de l'agglomération pour venir se garer, mais on continue à faire des évolutions. On a ouvert il y a encore quelques jours le P+R de Neustrie qui offre 1000 places, et puis encore l'année dernière celui de la Porte de Vertou. Donc on a un vrai potentiel dans le fait d'offrir ces solutions de stationnement pour ensuite passer sur l'usage des transports en commun qui restent utile et très pertinent pour se déplacer en ville. Et puis, on n'oublie pas, je le redis, qu'il est encore possible d'avoir des solutions de stationnement en centre-ville. On a ce taux de disponibilité et y compris, on a livré il y a quelques mois maintenant, même le parking Descartes qui fait 250 places, qui est entre le boulevard Guisteau et la place, l'ancien palais de justice. Donc, on a bien cette offre-là. 250 places sur Descartes. Et si on fait le ratio des places disponibles par rapport au taux de disponibilité, ça veut dire un potentiel dans le centre-ville, y compris si on va jusqu'au secteur de la gare, de plus de 2000 places de stationnement en ouvrage. Donc il est encore possible de se stationner. Néanmoins, l'enjeu, c'est d'arriver à en changer. Et j'insiste, on a des tarifs, y compris sur la nuit, qui sont extrêmement raisonnables. 3 € pour une nuit de stationnement. Donc on a vraiment cette offre d'alternative, je le redis, à la voiture. C'était le vaste dossier parking. On y revient si vous le souhaitez. Si vous avez des questions à poser, bien sûr, vous réagissez sur le chat. Il y a de plus en plus de questions et je vous en remercie. On va les aborder dans quelques instants, après que Henri Bava, urbaniste paysagiste en charge du projet, nous ait montré. On commence à avoir quelques indices et quelques schémas photos qui nous dessinent la future place de la Petite Hollande. À quoi est-ce qu'elle ressemble dans quelques années, cette place ? Elle va ressembler à un ancien bras de Loire, avec ses rives boisées, avec une ouverture majeure sur l'eau, sur le fleuve. Donc, il faut, si on revient un tout petit peu en arrière, c'est une photo de quelle année, ça ? Une avant encore, voilà, merci. Celle-là, voilà, parfait. Non, décidément non. Voilà, ça c'est bien. Donc, ce qui m'intéresse énormément dans ce thème de la Loire au cœur, c'est de comprendre l'identité géographique de Nantes. Nantes, ville archipel, avec, on le voit ici sur cette ancienne gravure, l'île Feydeau au centre, l'île Gloriette, cette vaste île Gloriette à gauche, et ensuite, bien sûr, l'île de Nantes. Ces différentes îles séparées par des bras de Loire, donc les bras principaux, secondaires, mais avec de l'eau à chaque fois. Énormément d'eau, énormément d'îles. Sur la deuxième slide, bien sûr, c'est le bouleversement provoqué par le comblement d'un des bras de Loire, et qui conserve néanmoins l'empreinte géographique, la dimension du fleuve. On n'a pas modifié la dimension du fleuve, il est simplement comblé. On peut suivre les anciennes rives autour de l'île Gloriette. On comprend que cette place, si place elle est, a une dimension extraordinaire, parce qu'elle est géographique, en fait. Et on voit d'ailleurs très bien sur cette image la proue de l'île Gloriette, la proue Feydeau, le square d'Avier, en fait, avec ces grands arbres à l'époque, qui marquent très fortement l'ensemble. Donc, elle conserve au départ cette ouverture vers la Loire. Ensuite, le projet est de restituer finalement ce bras, restituer cette ambiance d'îles, de différentes îles, différentes identités, en soulignant et en boisant les rives Gloriette le long de la Loire encore en eau, mais en retournant ce boisement vers la place de la Petite Hollande. La même chose sur le côté du quai de la Fosse, avoir cette ambiance maritime qui vient jusque sur la place de la Petite Hollande, et la place de la Petite Hollande qui envahit un peu, ou qui s'invite dans l'espace du fleuve, qui descend donc par une grande pelouse qui vient traverser d'ailleurs la promenade du mémorial, et qui vient s'inviter dans l'espace du fleuve jusqu'au contact de l'eau. C'est important de retrouver le contact de l'eau qu'on a perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des arbres, certes, mais on a du mal à comprendre que c'était avant un des bras de Loire. Donc, en plan
ce dispositif, on le comprend très bien. On a ces différentes ripisylves, comme on dit techniquement, donc ces boisements riverains. Donc, autour de l'île Gloriette, c'est une ambiance plutôt fraîche, une ambiance de Loire cultivée, une Loire qui vient s'enrouler autour d'une Loire ligérienne, des rives ligériennes qui viennent s'enrouler autour de Gloriette. Au nord, cultivée, qu'est-ce que vous entendez par là ? Une ambiance cultivée où on va accepter des parties jardinées. C'est la proposition que nous faisons, qu'on pourra ouvrir des jardins partagés à la population. Et c'est une Loire un peu plus cultivée, donc qui s'ancre aussi dans le hinterland, dans la campagne, qui arrive jusqu'ici au centre-ville. Et la place de la Petite Hollande est un peu le point de basculement entre cette Loire, ces rives ligériennes, et l'orientation vers maritime, je dirais, donc avec le quai de la Fosse qui s'oriente vers l'embouchure, avec l'air marin, je dirais. On commence à sentir l'appel du large quand on est sur le quai de la Fosse. Donc on doit le sentir tout au long de la promenade du quai de la Fosse. Donc on l'a appelé Place Parc, parce que finalement, on conserve, comme on l'a dit avant, l'espace marché, mais on mélange, on crée une place multiple avec à peu près la moitié de la place qui devient une grande pelouse qui s'ouvre sur l'eau et qui est boisée très fortement sur ses bords, avec une création donc à la fois de biodiversité de part et d'autre, énormément d'arbres plantés. Nous conservons les arbres en place au maximum et nous boisons, là aussi, si vous nous demandez quel est le vœu pour cette prochaine année, c'est arborer, plus d'arbres dans la ville. Donc nous augmentons très fortement le nombre d'arbres de part et d'autre. On voit ici le square d'Avier qui reste bien sûr boisé, mais qui s'ouvre sur la place. Donc il ne faut pas l'imaginer comme une enclave. Il s'ouvre sur la place, il a le verger, il s'ouvre sur la rue Kervégan à l'arrière. Donc on a une place-parc qui est une place de marché, mais qui est surtout une place-parc qui s'ouvre sur l'eau et qui est à la rencontre du centre-ville et de la Loire. Et alors cette place-parc, elle est possible parce qu'il faut réorganiser finalement les circulations pour qu'elles soient piétonnes en dehors du marché. Donc ce grand parking, aujourd'hui, c'est un grand parking qui va devenir une grande place piétonne. C'est un changement monumental, effectivement. Ça va être un attracteur urbain. Et donc, ça impose d'avoir à la fois, bien sûr, de conserver le tram sur la rive nord et de faire en sorte que le croisement des voitures se fasse, je dirais, au voisinage du square d'Avier, donc sur la proue Feydeau, de manière à laisser la plus grande partie de la place complètement piétonne, sécurisée. C'est une manière d'être sécure, je dirais. Donc, c'est complètement sécurisé pour les enfants, pour s'y promener. C'est vraiment l'ambiance parc. Pouvoir s'asseoir au bord de l'eau, pouvoir s'asseoir sous les arbres, pouvoir s'asseoir aussi au soleil, au milieu, sur la grande pelouse. Donc, différentes ambiances qui font que ça va devenir l'attracteur important. Cet attracteur, il est capable, donc il va créer des usages, bien entendu. Donc, comme je l'ai évoqué, on a différents lieux. On a des sols en dur pour le marché, mais aussi pour faire du roller. On a cette vaste pelouse où on peut jouer au ballon en famille ou s'allonger. On a ces différents des jeux d'enfants qui seront plutôt à l'ombre, sous les rives boisées, on peut les appeler comme ça, de la place. Et puis on a cette grande descente, cette cale finalement qui s'ouvre vers la Loire, sur laquelle on peut s'asseoir et regarder les bateaux, regarder bien entendu aussi le pont Anne de Bretagne qui va se transformer lui aussi. Donc cette place, elle ouvre des perspectives vers la Loire, mais vers le pont, vers les façades patrimoniales aussi, vers le mémorial. Donc elle met en scène, il y a différents cadrages qui mettent en scène l'ensemble. On le voit ici très bien, les différents cadrages. Quand on est sur la partie minérale de la place, qui sera la place marché, on peut l'appeler comme ça, on a bien sûr cette grande diagonale qui vient de la passerelle Schœlcher jusqu'à la Bourse. On a cet axe qui part vers Davier et puis qui donc se là, prolonge par la du côté Kervégan. d'Avier, hein. On est côté d'Avier ici, on est sur la partie minérale de la place, complètement
voilà, Et c'est cette partie-là qui accueillera le marché, c'est ce que vous dites. Ça, c'est la partie qui accueille le marché, avec aussi l'atelier citoyen a demandé de l'eau, la présence de l'eau sur la place, pour justement remémorer cette géographie initiale. Donc, on imagine de l'eau sous forme de vaporisation, de brumisateur, pour que le marché puisse s'installer. Mettre un grand bassin ne nous autorise pas à avoir aussi le marché. Donc, voilà, une eau qui peut disparaître par moment et qui laisse la place au marché un jour par semaine. Donc la place Parc, on l'a déjà vu. Donc voilà les rives ligériennes, donc la partie gloriette, où nous nous promenons à l'ombre, sont des rives beaucoup plus calmes que les autres. Au fur et à mesure qu'on s'approche de la Loire. Tout à fait, tout à fait. On peut s'y asseoir, on a des jeux d'enfants, on a quelques scènes, si on veut, quelques estrades pour quelques musiciens, quelques scènes si aussi, au besoin. Oui, on pourra faire de la musique, slammer, déclamer. Pas. Alors, on imagine que les activités les plus bruyantes, on essaye de les placer plutôt au bout de la place, vers la Loire, vers la piscine, et à distance, bien sûr, des habitations. Donc il faut... Quand on dit activité aussi, c'est bien imaginer l'implantation pour ne pas gêner non plus les habitants. Et pour les habitants, leur favoriser les ambiances plus calmes, familiales. Là, nous sommes sur les quais maritimes, donc au nord de la place, au voisinage de la médiathèque, où il peut y avoir aussi des rapports entre l'espace extérieur, la médiathèque, des événements culturels à l'ombre, sous ces jardins de graminées. Et on voit aussi à distance la piscine, et au-delà de la grande pelouse centrale. Une dernière image ici où on est dans l'axe, où on a ce dégagement total vers la perspective ligérienne. Donc une place multiple finalement, on n'a pas une seule image, on n'a pas une seule ambiance sur cette place. L'idée est vraiment de satisfaire ou de répondre aux différentes attentes tout en étant ancré dans cette géographie qui est très, très nantaise, je dirais, qui est l'identité de Nantes. Et sur l'image d'après, donc c'est tout un travail sur la place nocturne. Il faut aussi, on a parlé de la sécurisation pour les piétons, donc en réorganisant les circulations, mais aussi les circulations piétonnes. On sait notamment... Alors peut-être en période hors Covid, quand on revient de l'île de Nantes, on a toute une circulation qui traverse en diagonale cette place. Donc il faut travailler la lumière pour accompagner cette promenade et faire en sorte qu'il y ait deux versants. Là encore, on a les deux bords de la place. Sur la droite de l'image, ici, on a tout en haut de la coupe, on a un éclairage un peu plus fort. C'est là où on a le tram, on a les commerces, on a des restaurants. Donc on a une vie urbaine importante. Et puis sur la gauche, on a la partie plus liée soit aux habitations, soit à la piscine, qui a un éclairage beaucoup plus doux, beaucoup plus intime, je dirais. Et puis le centre de la place qui est un peu moins éclairé, qui sera éclairé au gré des événements. C'est le côté événementiel de la place. Ben oui, puisque j'aperçois la petite géante, là, elle continuera à nous rendre visite. Et bien sûr, il faut que... on prépare la place pour ça, en tout cas pour... Non, la petite géante, pas sûr, mais des événements, oui. Des événements, oui. Voilà. Très bien. Et donc, voilà, on revient sur l'ensemble. Et on revient sur la vue d'ensemble. Je vous ai vu avec des yeux émerveillés, les élus, alors que vous connaissez ce projet. Ça donne envie de s'y projeter le plus rapidement possible. Vous continuez à réagir. On a pas mal de questions. Tiens, une question sur les scooters. Est-ce qu'ils pourront rouler sur cette place ? Non. Forcément. On a vu des vélos. C'est un espace piéton, donc les scooters n'ont pas leur place à cet endroit-là. Donc voilà, Axel, on a déjà répondu à votre question et vous continuez bien sûr à nous en proposer. Gilda Salin, je le rappelle, est élue en charge du commerce. Ce projet, il va forcément avoir des impacts sur l'attractivité du centre-ville historique et sur le marché. Parlez-nous du marché. Qu'est-ce que vous avez pu imaginer ? Et tout d'abord, en effet, le projet de la place de la Petite Hollande demain, et comme d'ailleurs aujourd'hui déjà le projet Fédocommerce qui vient de rentrer dans sa dernière phase de travaux, participe en effet, comme vous le disiez, à l'attractivité du centre-ville, un centre-ville historique que l'on aime visiter pour son patrimoine architectural. Monsieur, vous le disiez à l'instant, on va pouvoir redécouvrir aussi ces belles façades monumentales à la pointe du quai de la Fosse. C'est aussi un centre-ville qu'on aime pour ses commerces dynamiques et attractifs, et puis évidemment pour son offre de restauration avec ses nombreux bars et restaurants quand on les laisse dès que ouvrir, possible, évidemment. Dès que possible. Et on leur adresse un
un soutien très chaleureux à tous ces commerçants. Tout à fait. Et puis évidemment pour son offre culturelle forte et intense qui a fait depuis longtemps maintenant la renommée de notre ville. Pour la qualité et la variété aussi de ses espaces publics, et celui-ci en sera un supplémentaire. Le projet de la place de la Petite Hollande est une nouvelle illustration justement de notre volonté de faire du cœur historique, un cœur qui a vocation à s'agrandir. On parlait à l'instant de la place de la piétonisation, le plateau piétonnier s'étend, et ça devient donc en effet le cœur de notre métropole à proprement parler. Nous travaillons ce sujet avec tous les acteurs du centre-ville, aussi bien la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, également l'association, bien entendu, des commerçants du centre-ville, l'association Plein Centre, mais aussi le Voyage à Nantes, qui ont tous été force de proposition et de contribution, justement, pour nous permettre de redessiner ce qui est et ce qui restera la plus grande place de Nantes aujourd'hui et donc demain. La question du marché, vous l'avez posée et vous avez raison, elle est travaillée de façon très précise et directe avec les commerçants du marché et leurs représentants. Je le disais tout à l'heure, mon collègue Hervé Fournier les rencontre très régulièrement. Ce qu'il faut retenir, eh bien, l'aménagement est pensé pour accueillir le marché de la Petite Hollande. Vous le disiez à l'instant même, il faut vraiment insister là-dessus. Un marché qui restera bien sûr le plus grand marché de la métropole, un marché que nous aimons parce que c'est un marché populaire, c'est un marché qui est ouvert à tous. La surface qui lui est destinée, donc sur le plan, c'est la partie est de l'esplanade, à droite sur l'écran, a la même emprise qu'aujourd'hui. La surface reste exactement la même. Les autres jours de la semaine, elle pourra en effet accueillir des fêtes, des événements culturels, sportifs. Et Dieu sait si, dans le contexte actuel, c'est particulièrement important. On en parlait d'ailleurs mardi soir lors du Conseil de la nuit. Pour autant, le nouveau marché qui s'installera à l'issue des travaux doit aussi être un marché plus vertueux, ouvert aux producteurs locaux, un marché aussi plus attentif à son impact sur l'environnement, et nous y travaillons là aussi déjà avec les commerçants. Pendant le chantier, le déménagement du marché n'est pas pour tout de suite. Rien ne bouge avant 2024. Il faut là aussi bien rappeler cette date importante. Pendant les travaux, il y aura toujours un marché à la place de la Petite Hollande. Pendant les travaux, il y aura toujours le marché place de la Petite Hollande. D'accord, il est maintenu quoi qu'il arrive. Il est maintenu. Les études qui vont commencer vont justement définir la possibilité de le conserver sur place pendant les travaux. Ce sera sans doute, on lance les études, mais ça sera sans doute un marché un peu plus petit qu'aujourd'hui, à côté d'un chantier, mais il continuera évidemment à accueillir les clients jusqu'à sa réinstallation définitive. Merci à vous, merci pour ces précisions. Thomas Quiraud, les internautes dans une seconde. Auparavant, donc, le square d'Avier ne va pas accueillir de construction comme ça avait été éventuellement évoqué à un moment. Vous préservez, vous faites le choix de préserver un espace vert supplémentaire. Quelle va être la place de la nature de manière générale dans ce projet ? Elle est importante parce que c'est en raison des propositions sur la place de la nature et du végétal qu'on a sélectionné l'Agence Terre, au regard des autres projets qui avaient répondu à notre appel. Donc ça fait partie des caractéristiques de base intégrantes du projet. Sur le square d'Avier lui-même, effectivement, il y avait au début la possibilité d'y faire une construction d'un pavillon. C'était possible en raison des règles d'urbanisme. Et d'une part, le panel citoyen avait aussi émis un avis réservé, très partagé sur cette question de pavillon. Et donc, à l'automne 2020, eh bien, il a été effectivement décidé pour poursuivre cet engagement sur la nature, de ne pas construire à l'endroit de ce square, qui est un square qui a une histoire. Il a été construit par Étienne Coutan, l'architecte de la ville, dans les années 30. Donc, il a des caractéristiques architecturales intéressante, même si aujourd'hui les arbres ayant poussé et taillé d'une certaine manière, ça construit une forme d'enclavement puisqu'il est un peu en sous-sol, donc c'est un square qui reste assez enfermé, pas toujours très sympathique pour y aller. Donc il y a un enjeu, comme l'a dit Henri Bava, de l'ouvrir, de le maintenir dans sa configuration d'origine, mais en tout cas de l'ouvrir et de faire en sorte qu'il fasse le lien avec le reste de l'espace végétal qu'on souhaite développer de manière très forte. Je leur dis, il y a un vrai enjeu de développement de la biodiversité, de retrouver la pleine terre. On est au bord de la Loire, donc l'idée de se poser des questions dans le projet sur l'intérêt et le bon fondement
fonctionnement d'un écosystème, ce n'est pas simplement de mettre des arbres d'ornement, mais bien de retrouver des qualités, une fonction de biodiversité. Donc, on l'a dit, 3 fois plus d'espaces végétalisés, des arbres qui seront plantés, donc ça fait partie des caractéristiques majeures. L'espace proche de la Loire sera en terre, en gazon, donc il aura cette fonction-là. Donc, ça fait partie vraiment des critères importants. Pour autant, il pourra y avoir, parce qu'on est en train de faire un recensement des arbres, il pourra y avoir des arbres qui, pour des raisons notamment phytosanitaires, ou parfois parce qu'on essaye aussi de dégager le patrimoine architectural qui est présent, de retrouver des visibilités. Il pourra y avoir un certain nombre d'arbres qui seront abattus. Néanmoins, et quelle sera sa place à l'arbre, en général, parce que c'est un sujet... elle est importante. Quand on voit, je ne sais pas si les internautes voient l'image qui est là, mais sur le... et puis notamment, il y avait les zones étaient entourées là tout à l'heure sur une autre slide où on voit bien la différence. Enfin, si on avait un avant-après, on ne l'a pas ici, mais la quantité d'arbres est beaucoup plus importante ici. Alors, on n'est pas, parce qu'on est en phase d'études, capable de la chiffrer exactement et précisément aujourd'hui. Néanmoins, on sait qu'il y aura beaucoup plus d'arbres et une variété plus importante, à la fois dans les hauteurs d'arbres, des arbres de haute tige et puis des plus bas. Et puis, une recherche, y compris des essences d'arbres qui soient adaptées à l'écosystème de la Loire. Il ne s'agit pas de mettre des espèces exotiques ici uniquement pour leur valeur de paysage, mais vraiment de retrouver du sens aussi dans le bon fonctionnement de cet espace. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui cette conciliation entre les différents usages avec ce lien avec la Loire, la renaturation des sols, le développement des espaces végétalisés qui est au cœur de ce projet, sur Petite-Hollande, comme d'ailleurs sur l'ensemble du projet Loire au cœur. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On n'a dit pas de scooter, mais vélo, c'est possible, nous demande Donatienne. Oui. Oui, vélo, ça c'est OK. Merci. Il y a un axe de traversée est-ouest qui est qu'on voyait tout à l'heure, voilà, qui passe plutôt au nord de la place. Et puis, il y a y compris la possibilité de traverser la place avec une zone qui sera marquée entre le quai, enfin la cale et puis la place pour rejoindre les quais de Loire. Donc, effectivement, c'est pensé comme ça, comme une place multimodale, en effet. Monsieur ou Madame Bousseau nous demande, nous n'avons pas compris l'articulation des voies routières et des voies piétonnes. Est-ce que vous pouvez remettre un plan à ce sujet? Et voilà. Oui. On doit l'avoir. En gros, le schéma, c'est que les voitures sont... en fait, finalement, c'est un peu la ligne bleue qu'on voit sur l'image. C'est-à-dire que les voitures ne placent plus ni au bord de Loire, ni en traversant la place. Il y a une possibilité de traverser entre le square d'Avier et la partie piétonne et qui amène après sur le quai de la Fosse. Donc, effectivement, j'ai vu qu'il y avait quelques questions là qui étaient posées. Ça implique une réduction importante du flux de voitures. C'est le sens du projet. Remplacé par toutes les alternatives de déplacement, transport en commun, vélo, etc., les possibilités de stationner à l'extérieur et du coup de ne garder comme flux voiture que vraiment ceux qui n'auraient pas d'autre alternative. Antoine nous demande circulation entre la Loire et le parking actuel, donc zone, si je comprends bien, qui va devenir piétonne, ça on peut le valider. Oui. Cela constitue un axe très important de circulation. Il semble complètement irréaliste de faire passer l'intégralité du flux sur la partie du quai de la Fosse adjacent au tram. Non, ce n'est pas irréaliste, c'est le sens des études qu'on fait, du projet de développement des nouvelles lignes de tramway et d'un autre fonctionnement, d'un autre rapport à la voiture. Et y compris, je pense qu'il y a plus de Nantais, voire de métropolitains que l'on pense, qui sont en capacité de faire ces choses-là. Je leur dis, la gratuité des transports en commun le week-end, cette nouvelle offre-là complexe, des nouvelles lignes de tram qui permet de mieux desservir de Rezé jusqu'à Saint-Herblain, La Chapelle, Orvaux, etc. Enfin, tous ces nouveaux projets sont là pour dire on peut faire autrement. Et pour ceux qui n'en auraient pas d'autres alternatives vraiment, ils ont encore des possibilités d'accéder et de se garer. Pascal Prat. Cette question, elle me rappelle celle du cours des 50 otages. Oui. Qui, aujourd'hui, le fameux 8 voies des années 70. Des années 70, où aujourd'hui la place de la voiture a été considérablement réduite
pour retravailler cet espace, le revégétaliser, y permettre le passage du tramway de manière importante et le piétoniser aussi de manière importante pour faire lien entre les deux espaces est-ouest de notre centralité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a trouvé des alternatives à la mobilité sur ce territoire et au fait que la voiture a quitté cet espace. Et de la même manière, on peut imaginer, et c'est ce que l'on travaille avec toutes les alternatives à la mobilité douce qu'évoquait Thomas, que demain, la place de la Petite Hollande, eh bien, effectivement, supportera moins de trafic de voitures et que cela est possible dans la mobilité sur le territoire. Gilles Lassana ? On pourrait aussi ajouter que justement ce projet bénéficie d'une longue période d'études et de concertation qui est justement là aussi pour préparer ces changements d'habitude, ces changements de fonctionnement. Tout cela ne se fait pas du jour au lendemain, tout le monde en a parfaitement conscience. Ça fait 3 ans déjà, on le rappelle. Tout ceci s'accompagne et se prépare. Henri Bava, il faudra rajouter des voitures quand même sur vos visuels. Excel, où sont les voitures ? C'est une chanson, ça. Pas sur où les sont les espaces voitures ? piétonniers, on est d'accord. Comment ? Oui, évidemment, évidemment. Des piétons, des vélos, Évidemment. des En tout voitures, cas, merci des bus, Axel des pour... tramways. Comment ? Des tramways aussi, puis Des tramways, des bus, des des piétons. On a vu des gens, on a vu des vélos, c'est déjà très bien. Poursuivons, si vous voulez bien, en régie, avec d'autres questions. Le contournement donc, de la Petite Hollande par les voitures et non une traversée de mémoire pour favoriser les modes doux. Alors, nous avons Citoyen 44 qui nous dit comment vont faire les résidents. La circulation est déjà impossible, ce sera pire. Dans quel monde vivez-vous, messieurs les concepteurs, nous dit Citoyen 44. Dans le centre-ville. Dans le centre-ville. Et donc je pense que particulièrement pour les résidents, alors il peut y avoir une question de stationnement, mais la question de la circulation, elle est déjà aujourd'hui compliquée. Donc l'idée, on ne va pas changer fondamentalement les choses. En revanche, on va effectivement inciter à se déplacer autrement. Donc je pense que c'est possible pour une majorité de déplacements. Je ne dis pas que tout le monde utilisera le vélo, mais on le redit, entre l'autopartage, l'utilisation des transports en commun ou bien tout simplement un usage peut-être plus raisonné de sa voiture, il y a quantité d'alternatives et de solutions possibles. Donatienne nous dit voiture à touche-touche sera sympa pour les restaurants et les habitants. Actuellement, les bouchons tous les jours et circulation encore plus terrible les jours de marché. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez imaginé ces modes de circulation sur ces temps-là, notamment le samedi matin, jour de marché ? Il n'y aura pas de voiture à côté du marché. Mais voiture à touche-touche côté habitation, côté tram. Côté tram, l'enjeu et le projet, il est de développer les espaces publics, donc de faire des trottoirs qui soient effectivement plus importants, à la fois vis-à-vis des façades historiques du quai de la Fosse, mais de retrouver aussi sur l'ensemble du quai, mais là on passe de Petite Hollande à Loire-au-Cœur, sur le quai de la Fosse, mais de retrouver y compris des espaces de promenade plus agréables pour les piétons, mais aussi les vélos. Après, c'est l'enjeu, je le redis, tout ça tourne autour de la question de la réduction de la place de la voiture, de l'alternative par le tramway. Donc vous répondez réduction de la place de la voiture. De la même manière que sur la ligne de pont. Ça n'empêchera pas les bouchons, et notamment côté commerce, nous dit cette personne. Non, mais on sait que les commerces, mon collègue Gilles parlera mieux que moi, quand on met des espaces publics de qualité, ça profite au commerce. Et effectivement, comme le disait aussi mon collègue Thomas, aujourd'hui, les terrasses... N'est-ce pas ? Non, mais c'est tout simplement parce que, quand on le voit très bien d'ailleurs sur ce plan, l'extension de la partie qui sera dévolue aussi aux terrasses. Aujourd'hui, elles sont quasiment inexistantes. Demain, elles sont plus grandes, plus végétalisées. Je ne vois pas l'inquiétude sur justement cette activité. Quant au tout à chacun, je crois qu'ici on est tous allés maintes fois au marché de la Petite Hollande. Chaque samedi matin, on voit déjà quantité d'habitants qui se rendent en transport en commun. Le tram est plein à l'aller comme au retour à chaque fois. On avait une question juste avant, si vous voulez bien revenir en régie, sur un tunnel. Est-ce que vous voulez bien revenir ? Bruno nous dit, pourquoi ne pas creuser un tunnel parallèle à l'actuel tunnel ferroviaire pour faire accéder les voitures au parking Médiathèque, voire Gralin. On pourrait de cette façon continuer jusqu'au boulevard Allende et ne plus avoir de voitures quai de la Fosse. Pascal Prat. Problème de coût. Problème de coût, forcément, un tunnel, c'est pas donné. Puis par rapport à un usage, et un usage qui serait relativement limité pour un coût relativement important et trop important. Farmine,
Et aussi, donc, il y a un problème de coût. Et puis, on a testé cette hypothèse. Effectivement, nous avions pensé à ça. Mais un tunnel oblige de créer, bien sûr, des trémies d'accès de part et d'autre, et donc des rampes et des murs de soutènement très longs, ce qui fait que ça bloque beaucoup de déplacements de piétons de part et d'autre du tunnel. Monsieur ou Madame Koukoulik nous dit, avez-vous envisagé de mettre en place un code de bonne pratique pour la circulation des vélos qui aujourd'hui est peu respectueuse des piétons? Oui, enfin, je crois que on a un enjeu, pas que sur la place de la Petite-Hollande, mais globalement de partage de l'espace public. Alors après, on voit toujours les choses de son point de vue. Disons-le, il y a tout un tas d'usagers, quel que soit leur statut, qui ne respectent pas les règles. Piétons, vélos ou voitures, respect des vitesses et des feux rouges, etc. Donc je crois qu'on a aujourd'hui des enjeux réciproques. Pour ma part, je pense qu'il faut rappeler qu'on doit toujours faire attention à l'usager le plus fragile. Donc quand on est en voiture, au vélo, quand on est au vélo, faire attention aux piétons. Donc voilà, si on est sur ce respect de ces règles de citoyenneté et de civilité, les choses doivent arriver. Après, il y a sans doute un enjeu de formation de néo-usagers du vélo, mais on a y compris des associations qui sont très actives sur ce sujet à Nantes. Gilles Dassalin. Oui, et puis en plus de tous ces aspects de bonne pratique, il y a aussi la répartition des espaces. Là, on le voit sur ce plan, quand en effet, la place de chacun des usagers est définie très précisément. Et je ne doute pas que, grâce à cela, ça va permettre en effet une bonne cohabitation et une bonne appropriation pour chacun de sa partie d'espace. Aujourd'hui, c'est ce qui manque d'ailleurs sur la Petite-Hollande. Là, ici, les choses sont beaucoup plus claires et beaucoup plus fluides. Alors ça bouge tout le temps. J'ai vu une question sur l'évolution du pont Anne de Bretagne. Est-ce qu'on peut la remettre, cette question, s'il vous plaît? Le pont Anne de Bretagne. Voilà, un nouveau pont ou une modification du pont Anne de Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est envisagé là-dessus pour répondre aux besoins de l'augmentation du trafic? Oui, mais quel trafic? Le pont Anne de Bretagne va évoluer. C'était un des éléments, d'ailleurs, majeurs de l'aménagement de tout ce grand secteur que j'évoquais tout à l'heure. Alors, le pont Anne de Bretagne, il va évoluer pour permettre le passage des futures lignes de tramway qui vont s'orienter vers l'île de Nantes et venir irriguer le futur CHU. Donc, un pont qui aura besoin de se redimensionner, un pont qui aura besoin d'accepter facilement les mobilités douces, le passage des piétons, le passage des vélos, et puis donc de ces lignes de tramway qui vont venir irriguer l'île de Nantes et puis Pirmille-les-Îles, le secteur encore plus au sud, puisqu'on va traverser toute l'île de Nantes, et donc il aura un redimensionnement, il va être redessiné et il va devenir à nouveau aussi une esplanade qui va participer et concourir à l'embellissement de cet espace, à l'ouverture sur le fleuve. Tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, mais c'était mon mot de la fin, c'est cette grande fenêtre sur la Loire et sur le fleuve qu'on aura à partir de la place de la Petite-Hollande, bien sûr, mais qu'on aura aussi à partir de ce nouveau pont Anne de Bretagne, redessiné, redimensionné, pour irriguer le territoire sud de notre centralité. Comme vous ne prévoyez pas de parking souterrain sur la petite place de la Petite-Hollande, les échéances vont-elles être réduites? Non, parce que c'est un dossier qui est assez complexe malgré tout. Les sujets s'emboîtent les uns dans les autres. Et donc, comme de toute façon, l'organisation se faisait sur tout un tas de sujets en parallèle, on en enlève un, ça sera peut-être plus simple à faire, mais en tout cas, dans l'enchaînement des chantiers, ça ne changera pas de manière importante les échéances. Alors, la différence avec un événement en présentiel où la plupart des participants arrivent à une certaine heure et puis repartent à la fin, là, il y a des internautes qui nous ont pris en cours. Peut-être qu'on peut faire un petit rappel, un petit flash info, Thomas Quérault, sur les parkings, puisqu'on a à nouveau un certain nombre de questions sur le sujet. Pas de parking, en aérien ni en souterrain. Sous-sol, mais des alternatives de stationnement qui seront existantes et qui seront proposées dans les autres parkings en ouvrage à proximité du centre-ville, et avec une réflexion portée aussi sur les stationnements du marché, voilà, des forums du marché.
Nous reviendrons vers vous une deuxième fois tout à l'heure pour d'autres questions. Vous continuez à réagir. On a beaucoup parlé, bien sûr, du stationnement, des circulations. Si vous avez envie peut-être de poser encore d'autres questions sur d'autres sujets ou revenir sur cela, libre à vous. Nous revenons vers vous dans quelques courtes minutes. Pascal Prat, le projet Loire-au-Cœur-Petite-Hollande, on l'a dit, c'est un projet important pour son périmètre. Vous avez parlé de l'extension depuis le canal Saint-Félix jusqu'au quai de la Fosse. De quelle façon il est important secteur par secteur? Faites-nous une petite déambulation. Alors, on a effectivement... Et puis Henri Bava pour bien sûr préciser derrière. Oui, précisera et complétera. On a effectivement plusieurs secteurs en jeu sur ce territoire. Henri Bava les développera. Mais je voudrais débuter la balade comme je l'ai proposé tout à l'heure, en partant du secteur est du canal Saint-Félix, un espace aussi emblématique de notre ville, puisque le canal Saint-Félix, c'est l'arrivée de l'Erdre en Loire, et puis c'est la terminaison de cette île historique et de son lien avec le fleuve. Donc c'est un enjeu majeur à cet endroit-là, de rattacher notamment les quais de ce canal Saint-Félix sur la partie est, de les rattacher à l'espace de la gare qui est en train de se redévelopper, de l'accès sud de la gare. Alors on a un objet gare qui vient d'être retravaillé, qui est en cours de finalisation avec cette gare passerelle et qui va permettre de redessiner l'accès sud de la gare avec cette esplanade nouvelle. Et donc il s'agit de retravailler ces quais où encore une fois la voiture est très présente, de le rouvrir sur le paysage du canal en tant que tel, et puis de rouvrir aussi le paysage sur le fleuve. Et donc c'est à nouveau développer une esplanade, on évoque des aires de jeu, on évoque un espace de contemplation en lien encore une fois avec l'eau, qui est très présente dans la ville et qui révélait l'histoire de l'eau dans cette ville. On a parlé tout à l'heure de cette place, de cette ville archipel. Je vous rappelais qu'on parlait aussi de la Venise de l'Ouest et que c'est un des éléments, la présence de l'Erdre, qui amenait l'eau dans la ville. Donc c'est une ouverture sur ce lieu. Après, si on continue la balade et qu'on se dirige vers l'ouest, eh bien, on arrive sur les berges de la Loire qui longent le fleuve sur la partie de ce qu'était l'île Gloriette et qui nous amène à un endroit important qui est l'emplacement du CHU actuel, de l'Hôtel Dieu, qui demain va se déporter au sud sur l'île de Nantes et qui va libérer à nouveau un espace important avec une possibilité de revoir des usages en bordure de Loire, de retravailler ce lien avec la Loire, cet élément de renaturation qui est porté dans le projet et qui est soumis. On l'évoquait tout à l'heure et Thomas le rappelait, le lien à la Loire, la place de la nature en ville, cet espace de renaturation, la désimperméabilisation des sols et effectivement sur ces aspects de berge de la Loire, notamment dans le secteur de Gloriette où il y aura un travail alors là porté par la ville de Nantes de l'outil piscine et de la piscine Gloriette qui va être réaménagée et qui participera de l'animation de cette pointe de l'île. C'est aussi un espace de promenade, de déambulation qui va continuer sur ces berges avec cette place du végétal et donc moins de voitures, encore une fois, sur ces promenades. Mais bien sûr, comme on le rappelait et comme le rappelait Gilda, ça va s'opérer dans le temps. Et je rappelais un projet qui va se développer sur une quinzaine d'années. Et la reprise, la modification des berges, des voies sur berges, eh bien, se fera au fur et à mesure du temps avec cette volonté de renaturer ce secteur. Je continue ma déambulation vers l'ouest. Alors, je ne reviens pas sur la place de la Petite-Hollande, on en a longuement parlé, mais je rappelle quand même ces quais, cette esplanade qui descend sur la Loire et qui va ouvrir cet espace de la place. Enfin, moi je parle de cette fenêtre sur le fleuve, j'ai envie même de dire cette fenêtre sur l'espace maritime, parce qu'effectivement la mer on la sent et les mouettes elles sont là. Elles sont là déjà. Ouais, elles sont là. Et puis les bateaux, l'activité maritime, on continue sur le quai de la Fosse. Et encore une fois, un travail de renaturation des berges de ce quai, en prenant en compte ce besoin de révéler l'architecture et le patrimoine architectural de la ville de Nantes, les façades des immeubles du quai de la Fosse, ces fenêtres, ces mascarons, ces éléments emblématiques de notre ville qu'on fait l'histoire de la ville. Et donc c'est à la fois révéler le lien au fleuve, la place de la nature, renaturer,
les berges du fleuve, et puis permettent aussi d'avoir ce rapport à la ville qui est là, qui vient se frotter le long des quais. Et puis on arrive comme ça, en déambulation, à un élément final à l'ouest qui est à partir du quai de l'Aiguillon, et puis l'entrée dans le bas Chantenay et la carrière Miséry avec son jardin. Donc on est sur des éléments constitutifs de cette revégétalisation dans la ville, de cette contemplation sur le fleuve, cette renaturation et puis cette déambulation dans ce cœur, vraiment dans cette centralité. Je veux revenir là-dessus, qui est un élément important, et du retour un peu de la nature et de la revégétalisation de cet espace. Voilà un peu cet élément. Alors, j'aurais pu évoquer le sud, et l'île de Nantes, et encore un peu plus loin, le sud avec... Mais en tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, ça se connecte avec les autres projets métropolitains. Tout à fait. Voilà. Bien évidemment. Henri Bava, pour compléter sur cette déambulation, avec un plan de cohérence que vous avez imaginé. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours que vous êtes urbaniste et paysagiste, et vous avez établi avec votre équipe de l'agence Terre un plan de cohérence. C'est quoi, et est-ce que c'est facile à comprendre? Regarder un peu plus largement que simplement la Petite Hollande et mettre en cohérence tout ce qui vient d'être expliqué effectivement tout de suite. Ce plan de cohérence, c'est considérer qu'il faut faire exister l'étoile verte, ce qu'on appelle l'étoile verte finalement, au centre-ville aussi, le long de la Loire, et de créer des continuités boisées, arborées, physiques. Il faut qu'on ait un environnement physique qui se crée. Aujourd'hui, on a des espaces, comme on le voit sur ce plan, discontinus. On a un paysage discontinu, c'est plutôt au service de la voirie, effectivement. Beaucoup de voiries, beaucoup de sols minéraux, stériles, imperméables, quelques très rares poches de biodiversité. Et donc, c'est effectivement faire l'inverse, essayer d'avoir... Le projet, c'est de recréer, ce qui vient aussi d'être dit, recréer des sols fertiles. Donc, quand on dit boiser, arborer, créer de la biodiversité, il faut partir du sol. Il faut effectivement désimperméabiliser, recréer des sols vivants. On ne peut pas développer énormément de biodiversité à partir de sols stériles. Il faut créer donc des canopées continues, donc le plus possible, sauf quand on est effectivement le long des façades patrimoniales où on va travailler sur différentes strates, des strates basses, des graminées qui vont poursuivre, qui vont faire qu'on a cette continuité, qu'on tient cette continuité, ces promenades, ces jardins, mais on se recalibre par rapport à l'importance, par rapport au respect qu'on porte aussi aux façades, et là encore, c'est une manière de créer une fenêtre. Oui. On a des fenêtres sur le fleuve, on a des très larges fenêtres sur les façades patrimoniales. Et ça, c'est ce travail sur la biodiversité, sur les plantations, qui va créer justement à la fois ce continuum et cette adaptation par rapport à chaque lieu. Donc on aura chaque lieu qui sera identifié. La silhouette va être redessinée finalement des espaces de Loire au fil de l'eau. Donc on le voit, là on commence plutôt par l'ouest. Là on a une sorte de fresque. On s'est dit en fait le plan de cohérence, ça ne peut pas rester uniquement en 2 dimensions. Pourquoi ne pas penser une fresque? Finalement, la Loire devient une fresque, un peu à l'honneur, à la gloire de Nantes. Et justement, on peut se promener, donc cette fois-ci de l'ouest vers l'est. Là, on voit très bien comment ces boisements, donc épais, on a une biodiversité, mais qui vient aussi s'insérer dans les rues. Donc faire en sorte, quand on parle du plan de cohérence, faire en sorte de boiser aussi les rues qui arrivent vers la Loire quand on peut. Donc là aussi, c'est à négocier, c'est tout un travail avec les citoyens. Mais faire en sorte que la Loire ne soit pas juste l'eau ou les quelques mètres le long de l'eau, mais qu'on diffuse ce travail dans le tissu urbain. Donc là, un petit peu plus loin, on est ici bien sûr, on en a parlé énormément, donc Gloriette, Petite Hollande, et puis à l'est, on arrive donc jusqu'au canal Saint-Félix. Et donc, ce qui est fascinant, c'est de pouvoir créer cette continuité entre le jardin extraordinaire que vous avez. Voilà, vous avez maintenant un bout à l'ouest, et puis la gare, donc le jardin des plantes. Donc vous avez 2 jardins au bout. Les 2 sont extraordinaires. D'ailleurs, le jardin des plantes est lui aussi extraordinaire, mais il ne s'appelle pas comme ça. Et entre-temps, on retrace cette continuité, donc cette promenade. Et on a aussi l'autre promenade qui s'enroule autour de l'île Gloriette, mais qui vient prendre aussi au nord de l'île Gloriette les allées Bacot. Donc
c'est en ça que c'est un plan de cohérence. C'est-à-dire que cette cohérence, elle est donnée par ces différentes promenades, ces boisements, qui ne sont pas à voir demain ou après-demain. Donc c'est l'idée d'avoir une vision à long terme qui fasse que chaque site, chaque place, chaque rue soit bien connecté à cette vision, ensuite à créer, à réaliser quand les budgets sont présents, quand il y a la volonté est précise, quand les accords sont passés entre les différents problèmes de mobilité, les acceptations citoyennes et autres. Mais c'est important d'avoir cette vision-là pour pouvoir avancer au-delà de simplement la place de la Petite Hollande, qui est déjà une pièce extrêmement importante dans le dispositif. Mais elle va rayonner. Donc cette impulsion de biodiversité, d'espaces piétonniers, de bien-être et de calme auprès de la Loire va se diffuser petit à petit le long de ces 4 kilomètres et dans les rues adjacentes. Et c'est important d'avoir des paysagistes qui viennent d'autres territoires pour nous rappeler que nous avons des pépites, des endroits extraordinaires. Vous pourriez rajouter ce qualificatif à bien des lieux de nature. D'autres questions peut-être que nous allons prendre à présent. Plusieurs questions sur les déchets autour du marché, les déchets qui volent, les mégots aux terrasses de café. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, Gilles Dessalins ? Peut-être d'abord rappeler que la question du tri sélectif des déchets sur le marché de la Petite Hollande a déjà commencé depuis un moment. Les premières démarches remontent au printemps 2018. Il faut quand même reconnaître qu'il reste encore des segments de progression en la matière, mais le travail est fortement engagé en collaboration étroite avec les commerçants. Les habitudes commencent à se prendre, et c'est là aussi l'un des enjeux du projet que nous présentons ce soir, c'est d'avoir aussi des aménagements et des équipements plus fonctionnels qui vont justement permettre de réduire très fortement, je n'ai pas envie de dire totalement, mais très fortement, justement le problème des déchets. Un internaute ou une internaute, je ne sais pas, Nzouka nous dit pourquoi ne pas réserver le marché au commerce alimentaire, ce qui pourrait, selon cette personne, réduire la quantité de plastique. Est-ce que c'est une hypothèse ? Ça réduirait... ça pourrait réduire en effet les emballages plastiques, mais enfin, ceci dit, ce serait aussi réducteur. Ce serait quand même dommage de se priver d'une partie de la richesse de la diversité de ce marché. Non, il ne faut pas le réduire. Une question parking, Thomas Caro ? Où vont se garer ? Non, on rit parce qu'on l'a abordé à plusieurs reprises et c'est normal. C'est une question qui est extrêmement importante, à laquelle nous avons répondu de plusieurs façons. Et là, cette fois-ci, avec le prisme des commerçants, où vont-ils se garer ? Ça fait partie des éléments qu'on regarde pour voir les usages aujourd'hui et les enjeux auxquels il faut répondre demain. Et donc, l'idée est qu'une offre adaptée aux commerçants soit proposée soit dans les voiries alentours, soit, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, y compris sur l'île de Nantes, certains s'y garent déjà, mais qu'en tout cas, on est aujourd'hui au travail pour identifier ces solutions de stationnement qui permettent le bon fonctionnement du marché tel qu'aujourd'hui, voire améliorer. La taille et le nombre de commerçants pour le marché, on y a répondu. On peut faire une nouvelle réponse courte. Tout simplement bien réaffirmer, bien redire très clairement que l'esplanade, la surface qui est prévue pour le marché demain, est exactement la même que celle d'aujourd'hui. Alors, on va aborder la question. La question de la sécurité que nous n'avons pas suffisamment évoquée encore pour l'instant. Alors, la sécurité, le soir, nous demande Christophe. Qu'est-il envisagé pour sécuriser la libre circulation ou la promenade la nuit, actuellement assez insécuritaire, nous dit monsieur ou madame Kougoulik. Et Axel nous dit, sachant que cette place est un lieu majeur de manifestations violentes, comment la ville prévoit de sécuriser la place Thomas Caro ? Alors, sur le fonctionnement de la place, on a vu tout à l'heure une image de la place la nuit et des réflexions sur l'éclairage. Parce qu'effectivement, l'enjeu de la manière dont les espaces vont vivre la nuit est effectivement un sujet important qui se travaille particulièrement par l'éclairage, mais pas que, mais c'en est une des réponses. La manière dont on va pouvoir créer une ambiance qui soit suffisamment rassurante pour traverser la place, par exemple, est extrêmement importante. C'est un travail sur le fonctionnement de l'espace public
qui est menée dès aujourd'hui, non seulement par l'agence Terre, mais par l'ensemble des services de la collectivité qui travaillent sur ces questions-là, avec notamment un focus qui est extrêmement important sur ces questions de la sécurité, mais aussi de la manière dont, qu'on soit une femme ou un homme, on peut se sentir à l'aise, en sécurité, avec le bon sentiment sur cet espace. Donc il y a y compris cette dimension du genre sur l'espace public qui est prise en compte dans la manière dont l'espace public sera fait demain. Puis on évoquait la question des manifs. La question des manifestations n'est pas liée à proprement parler à la possibilité d'y faire ou pas une manifestation, mais au débordement ou aux personnes qui manifestent. Donc on peut se dire que pouvoir se retrouver ici, comme c'est le cas aujourd'hui sur le Miroir d'eau par exemple, pour des manifestations, des rappels ou des choses comme ça, est une bonne chose. Après, la question du fonctionnement de l'organisation de la manifestation, ça relève encore une fois d'autres dimensions et d'un travail d'accompagnement plus lié à l'État et la police nationale, pas à la ville. En tout cas, nous, l'idée, c'est d'avoir une place où on puisse se retrouver, qui soit effectivement un lieu de rassemblement, j'ai envie de dire des familles, voire des lieux plus publics et collectifs. Mais c'est l'ambition du lieu. On est là pour avoir une place. L'idée, c'est pas de supprimer les rencontres sur l'espace public. Qu'en dit le président du Conseil de la nuit à propos de la sécurisation? Justement, on a eu l'occasion d'en parler lors du Conseil de la nuit qui a eu lieu cette semaine. Et en complément de ce que vient d'indiquer Thomas Quérault, bien redire qu'on a annoncé que dans notre feuille de route là, pour les mois, les années qui viennent, le renforcement de ce parcours lumineux sécurisé depuis le hangar à bananes jusqu'à la place du Bouffay. Là, on est en plein cœur, on est en plein milieu du parcours en question. Et ça fait partie des axes forts que nous avons définis aussi d'ailleurs avec notre collègue Pascal Bollot. Mais j'ai envie aussi de vous dire qu'on a la chance d'avoir ici un très beau projet. Et là, c'est ce qui incombe justement, c'est la partie de la sécurité aussi qui incombe à la ville et à la métropole de faire en sorte que l'espace urbain soit sécurisant. Et là, on a la chance justement d'avoir un projet qui a été conçu pour fonctionner le jour et la nuit. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace public de jour sur lequel on a mis des lampadaires un peu à droite à gauche, comme ça pouvait se faire jadis. C'est vraiment un espace qui a été prévu pour un fonctionnement 24 heures sur 24, et donc, en effet, créer les conditions pour se sentir en sécurité tout au long de la nuit. Puisqu'on va parler des usages, là, avec d'autres questions d'internautes, qu'est-ce qu'il y a de différent? On voit quelques images, si on peut revenir en arrière, si vous voulez bien, sur ce à quoi ça peut ressembler la nuit, mais il peut se passer quoi de différent de nuit? Là, je vous ai senti en réflexion, là. Oui, parce que je regardais la question. Qu'est-ce qui peut se passer de différent la nuit par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, vous voulez dire? Oui. En effet, là, on a il n'y a plus d'espace vide, il n'y a plus d'espace sombre, il n'y a plus de coins... plus de petits recoins. Voilà. C'est ça. Là, aujourd'hui, en effet, c'est une vraie mise à plat, une vraie mise aussi en lumière et puis une théâtralisation de tout l'espace. Là, aujourd'hui, on a en effet une situation, un aménagement qui ne le permet pas, qui amène un certain nombre de creux, de coins sombres, qui posent cette difficulté. Et la façon de reprendre aussi tout cet espace, c'est justement d'éviter ces recoins. Je ne sais pas comment dire autrement. Aujourd'hui, c'est un espace envahi par la voiture, de jour comme de nuit. Oui. Donc là, on gagne énormément de transparence. Tout à coup, ça devient un vaste espace totalement transparent. On voit au loin. On a des éclairages différenciés. On s'adapte en fonction des ambiances urbaines ou des ambiances plus intimes. Donc on module l'éclairage, bien sûr, mais on éclaire. On éclaire partout et on voit l'ensemble. Donc il y a très vite un sentiment de sécurité qui s'installe. On n'est pas en train de circuler à pied entre deux voitures, de s'insinuer entre des voitures. On est dans un vaste espace accueillant. Je remercie Hervé de poser la question sur bien les pontons. Est-ce qu'on peut espérer voir accoster des bateaux, des excursions, de la plaisance, des bateaux du patrimoine? J'ai envie d'ajouter des gondoles, puisque vous disiez l'avenue de l'Ouest, Pascal Prat.
Oui, non, mais il y avait une autre question, mais qui va un peu dans le même sens. Je vais la regrouper, celle qui disait quels sont les usages des berges retravaillés. Bah, c'est effectivement, alors d'abord des espaces de déambulation, de promenade, d'ouverture sur le fleuve. Alors, il y a dessiné là un ponton. On peut imaginer effectivement un lien avec le fleuve, une activité nautique en rapport avec le fleuve et des pratiques sportives ou de plaisance, enfin de plaisir sur le lien à l'eau. C'est ça qui est le projet sur la reconstitution et puis la reconquête des berges, qui aujourd'hui ne sont pas des lieux promenés, ne sont pas des lieux déambulés, sont des lieux traversés par des voitures. Et demain, dans ce projet, alors on a parlé, on les voit, ils sont revégétalisés comme ils ne le sont pas aujourd'hui. On y replace la nature et puis en même temps ils s'ouvrent à la promenade et à la déambulation dans un secteur qui va évoluer. On a évoqué la piscine, mais c'est aussi, quand on va un peu plus loin, l'ouverture suite au départ du CHU. Alors les animations, la question des animations avec la question de Bruno, mettre une animation bruyante en plein air à côté du maillet braisé. Les riverains doivent subir les vibrations d'un moteur et les enceintes de façon récurrente. Animer, c'est une chose, et en même temps respecter la tranquillité des riverains, c'en est une autre. Comment trouver le juste compromis, Thomas Quérault? Par une anticipation et un équilibre. Là, je pense qu'en l'occurrence, on a fait référence à l'installation provisoire autour de Quai des Plantes, du café qui est au bout du Quai de la Fosse. Alors, je ne sais pas s'il y a des plaintes, en tout cas, on a des services qui peuvent les vérifier. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir une boîte de nuit, mais un café, un restaurant. Là, on est au-delà on est sur Pitoland, mais au-delà sur le Quai de la Fosse. L'idée, c'est de pouvoir ponctuer ce passage de différents éléments qui viennent offrir des possibilités d'animation qui, pour l'heure, ne sont pas choisies, qui resteront à voir, mais il y a des propositions dans le fonctionnement des différents pavillons sur le Quai de la Fosse. Et c'est ce que disait Henri Bava tout à l'heure sur les animations qui ont plutôt vocation à être autour de la piscine Gloriette, en réfléchissant effectivement, et c'est le sens du travail qui est fait aujourd'hui sur l'espace public, de bien anticiper ce que seront demain les usages, de ne pas aller effectivement mettre un skatepark sous les fenêtres d'un immeuble, par exemple. Voilà. Bon. Donc c'est cette anticipation-là c'est pas recommandé, ça. Qu'on mène. C'est pas bon, non. Et sur la piscine, peut-être préciser que la piscine Gloriette, effectivement, parce que je voyais une question qui passait là. Oui, on a déjà abordé, mais réponse courte, effectivement. Elle a vocation à être rénovée dans les prochaines années. Et après le projet? Après oui, en tout cas la rénovation rénovation mais de la c'est effectivement un projet donc municipal lié au sport. On a un plan piscine qu'on a déployé dans le mandat et donc avec après la construction d'un certain nombre de piscines, effectivement, on pourra passer à la rénovation de cet équipement important pour les clubs et le loisir. Mais effectivement, on ne peut pas transformer toutes les piscines en même temps. Est-ce que ce projet tient compte des enjeux du quotidien des personnes à mobilité réduite? Monsieur ou Madame Boudamani nous parle notamment de l'accès aux stations de tram, qui n'est pas toujours simple pour les personnes à mobilité réduite. Pascal Prat? Il y a un élément sur l'obligation de conformité à l'accessibilité universelle sur l'espace public, et notamment dans les transports et l'accès à la mobilité. Donc effectivement, ce projet, il doit être conforme à cette accessibilité universelle et permettre à chacun, et donc à tous, de pouvoir s'y déplacer. Gilda? Oui, je voulais simplement compléter qu'en effet, il y a une réflexion sur ce périmètre de la Petite Hollande, mais il est beaucoup plus général, et d'ailleurs on a un groupe de travail là-dessus pour l'ensemble du centre-ville. Et j'ai envie de vous dire que quand un trottoir, un périmètre est accessible à une personne à mobilité réduite, elle est pour une personne âgée, elle est pour une personne qui a une poussette, etc. Donc évidemment que c'est à la fois pris en compte pour cet espace, mais plus globalement pour l'ensemble du quartier. Parlons de... C'est un travail qui se conduit à l'échelle de la métropole, bien sûr, en tout lieu de la métropole. Parlons d'un peu plus loin encore que 15 ans, d'évolution du climat. Et monsieur et madame Collin nous dit, est-ce qu'on a estimé la hausse du niveau de la Loire déjà à 15 ans? Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences sur les berges?
Oui et non, pas en fonction de l'élévation du niveau de la Loire. La Loire a effectivement un marnage naturel en fonction des marées, mais on n'est pas sur des zones qui ont vocation à être inondées ou débordées, donc ça a été regardé. Même dans 15, 20, 30 ans? Oui. Oui. On a travaillé il y a quelques années avec l'État sur le plan de prévention du risque inondation, ce qu'on appelle le PPRI. Et effectivement, comme le rappelait Thomas, ces zones ne sont pas concernées par des caractères d'inondabilité, même mineurs. Et on continue ce travail et cette évolution de ces documents avec les services de l'État. On reste à proximité de la Loire. Sera-t-il possible de se promener au niveau de la Loire, comme ça peut se faire pour l'Erdre, entre Saint-Quentin-Otage et Saint-Mihiel, nous dit monsieur et madame Méchard? Bien sûr. Au niveau de la cale? Oui. Au niveau de la cale, oui. La cale descend quasi au niveau de la Loire. Et puis, il y a l'idée d'avoir un certain nombre de pontons, alors qui ne sont pas forcément tous au niveau de la Loire, mais qui permettront aussi, sur cette dimension plus fluviale et bateau, d'avoir cet accès facilité. Mais l'enjeu vraiment de la cale et du prolongement de la place vers la Loire, il est bien celui-ci, de retrouver ce lien et ce contact, je le disais, quasi physique. On pourrait imaginer qu'effectivement on puisse, y compris, se mettre les pieds dans l'eau, peut-être pas complètement et exactement, mais enfin en tout cas l'idée, il est de retrouver cette proximité et de passer au moins à cet endroit-là, au-delà des quais pas nous faire la promesse de se baigner dans la Loire comme un certain président maire de Paris. Ne lancerai pas là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué. On ne va pas aller jusque-là, évidemment. On parle de culture avec des panneaux. Y aura-t-il des panneaux expliquant l'architecture, l'évolution de la ville, Gilles Dessalins? Alors là, j'ai envie de vous répondre qu'il y en a déjà et que c'est une offre qui sera évidemment développée et renforcée. D'ailleurs, là aussi, on quitte c'est pas simplement que sur le périmètre de la Petite Hollande, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste. Et là aussi, il faut avoir à l'esprit les évolutions dans des pratiques en la matière. Les panneaux, il y en a toujours, il y en aura encore, mais on a de plus en plus de dispositifs embarqués. Je pense par exemple à la plateforme Nantes Patrimonia qui est aujourd'hui disponible. Et bien entendu, il y a d'ores et déjà des parcours urbains qui vous sont proposés, des parcours patrimoine, à la fois sur des périodes ou des thèmes, et la Loire est l'un des principaux, évidemment. On va continuer à parler de la Loire dans un instant, et puis on terminera par le CHU. Dernière question sur les usages, sur les transports. Est-ce que le Navibus viendra jusqu'au nouveau quai? Pas exactement sur le quai à cet endroit-là, mais en revanche, le projet de navette, alors soit autour de l'île de Nantes, ou qui développe les connexions avec notamment Trente-Mous, est en cours et pensé. Il y a effectivement à l'échelle de la métropole une réflexion sur ce développement des navettes fluviales. Oui. Oui, des traversées sont prévues, elles ont été étudiées, elles seront réorganisées à partir du bas Chantenay, Trente-Mous et la pointe de l'île, et puis bien sûr Gare Maritime, comme c'est déjà le cas. Le CHU, parlons du CHU. Le CHU actuel semble être un objet architectural, nous dit Jules, qui dispose d'un fort potentiel programmatique, d'autant plus qu'il se situe en bord de Loire et se connecte à l'île Feydeau. Comment celui-ci a-t-il été pensé dans le master plan ? Quelles sont les solutions envisagées pour la croix de Rouspitz? C'est un travail. Alors, ça fait partie des réflexions, des propositions en tout cas à ce stade, qui ont été faites par l'agence Terre. La croix de Rouspitz, qui les a intégrées. Elle a effectivement une dimension, elle est patrimoine XXe siècle aujourd'hui, donc elle est classée à ce titre-là. Donc on a, alors rappelons quand même que le déménagement du CHU, c'est en 2026, donc on a encore quand même un petit peu de temps avant d'avancer là-dessus. Il y a l'idée de faire sur cet espace, notamment un parc nourricier. C'est une chose qui a été proposée dans le cadre des élections municipales. On va avoir à faire un certain nombre d'études qui permettront d'identifier quels sont les bâtiments qui ont une vocation patrimoniale au-delà de la Croix-Rouspitz et de quelle manière il est possible de les conserver et pour quel usage et à quel coût, parce qu'il y a aussi des dimensions financières derrière. On ne peut pas transformer comme ça tout un hôpital du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup d'études qui restent à faire pour se poser la question de cet usage, de la conservation, de ces transformations, mais néanmoins, on va les lancer et on réfléchira. Et en tout cas, cette réflexion, elle se fera aussi avec concertation, quand même, des donc Nantais une partie pourrait être conservée. Et des métropolitains. C'est possible. Aujourd'hui, aucune décision n'est prise, mise à part l'idée d'essayer de faire avancer conjointement
développement, la question du parc nourricier et la conservation d'une partie, en tout cas, des éléments patrimoniaux. Un grand chantier encore nous attend sur ce sujet. Ça fait encore plein de belles réjouissances pour ces prochains mois, ces prochaines années. Pas d'autres questions, je me tourne vers la régie. Vous avez été en tout cas nombreuses et nombreux à nous en poser des questions et nous vous en remercions sincèrement. Si, allez, 2 dernières questions. Marine Anoudis la mettra en péril. Les commerces du centre-ville déjà en difficulté avec les manifestations à répétition. C'est un projet métropolitain qui ne sera que pour les Nantais, mais payé par l'ensemble des métropolitains, nous dit Marina. C'est un projet Et c'est une réponse du vice-président de Nantes Métropole, Pascal Prat. C'est effectivement un projet métropolitain. Moi, je tiens à le redire, on est au cœur de notre métropole. On est sur le cœur, certes, de la centralité nantaise, mais on est sur un projet où déambulent aujourd'hui tous les habitants de notre métropole et même au-delà. On vient faire ses courses dans la centralité, on vient se promener, on vient sur les machines de l'île, on vient voir les manifestations culturelles qui peuvent s'y dérouler. Et c'est un lieu qui participe à l'animation de l'ensemble du territoire de notre métropole, qui développe des emplois en lien avec le commerce, en lien avec les services qui se trouvent autour de cette centralité et qui, par ces emplois, irriguent aussi l'activité économique de tout le territoire métropolitain. Donc, certes, c'est un aménagement et l'ensemble de ces aménagements qui est organisé et centré dans le cœur de la métropole, mais qui sert à tous les habitants de ce territoire et qui sert au développement de l'ensemble de ce territoire. Et il s'en est valable sur toutes ces déambulations. Ce que j'ai présenté de Saint-Félix jusqu'au quai de la Fosse, jusqu'à la Carrière-Misérie. On évoquait tout à l'heure la gare. La gare est aussi un lieu avec ses esplanades autour, le lien avec le jardin des plantes, quelque chose qui est aussi pratiqué par l'ensemble des habitants de ce territoire métropolitain. Donc ça n'est pas qu'une satisfaction pour les Nantais, c'est aussi un plaisir pour l'ensemble des habitants de la métropole. Merci pour cette précision. Une vaste question, Gilda Salin, sur les commerces posés par Christophe. La question de la désertion des commerces du centre-ville au profit notamment des centres commerciaux comme Atlantis. Est-ce que ce projet sera de nature à contribuer, à donner un nouveau souffle aux commerçants nantais ? J'ai envie de dire que cette question est en écho avec la précédente. Oui, ce projet va servir l'attractivité, le dynamisme commercial du centre-ville. D'ailleurs, je présentais ce projet hier à l'ensemble des représentants des commerçants du centre-ville. Pourquoi ? Il y a plusieurs aspects. Enfin, ils seraient même un peu trop nombreux pour que je puisse les évoquer tout de suite, mais parmi les principaux. Il y a quelques semaines a été présenté un rapport d'études mené non pas par la ville et la métropole, mais par l'association des commerçants du centre-ville. Et parmi les points importants, justement pour dynamiser le centre-ville, il y avait la théâtralisation du centre-ville, créer de l'événement, quand je dis des événements, c'est à la fois des événements culturels, sportifs, etc., mais aussi de l'événement architectural, de l'événement végétal. Et puis l'autre volet, et ça nous savons que nous avons beaucoup de marge de progression sur le sujet, c'est la place du public familial et la place de l'enfant dans le centre-ville d'une façon générale. Clairement, tout ce que l'on voit depuis tout à l'heure, la place de l'enfant, la place du public famille, l'accessibilité, ça fait partie de l'ADN de ce projet-là. Donc oui, évidemment, ce projet va fortement encourager le public métropolitain, mais pas simplement, et puis l'offre des transports, on en parlait tout à l'heure. Tout cela va amener en effet le public métropolitain et plus largement à venir jusqu'au centre-ville. On parlait de déambulation, est-ce qu'il y aura des petites guinguettes pour boire un verre comme à Quai des Plantes ? C'est possible. Enfin, c'est possible. Dans les animations envisagées, c'est possible. Après, est-ce que ça sera des guinguettes permanentes ou pas ? Est-ce que ça sera plus sur le quai de la Fosse ? C'est possible. Sur la Loire, en tout cas, démontables ? Oui, l'idée, c'est de pouvoir faire des choses qui soient évolutives. En tout cas, retrouver, on l'a dit, des usages de récréation, de loisirs pour venir se poser. On n'a pas parlé, mais il y a prévu autour du marché des petits bancs pour pouvoir éventuellement venir consommer ces huîtres juste après les avoir achetées au marché et se poser. Donc, ces usages-là sont pensés, sont au cœur du projet d'espace public. On le redit, c'est un projet d'espace public et d'usage pour demain. Henri Pavard ? Oui, tout à fait. Tout le long du quai de la Fosse, de différents petits édicules sous forme de kiosques sont prévus
pour des buvettes, pour simplement s'abriter quand il pleut ou s'abriter du soleil. Donc cristalliser un peu le long de cette promenade différents usages, différents événements culturels, différentes attractivités par ces édicules qui aussi, on les a pensés comme des pavillons miroirs, c'est-à-dire faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a une petite construction, on est face à elle un ponton qui arrive vers l'eau. Donc une relation entre le fleuve et le quai. Une question spécialisée de Vincent, dans laquelle je me retrouve complètement. La sonorisation large de la place. Vincent n'a pas envie de monter et démonter des sonos, donc il pose la question de savoir s'il y aura une sonorisation pérenne. A priori, non. L'idée n'est pas de mettre des Peut-être haut-parleurs. de petite radio permanente. Je ne suis pas sûr que si on demande l'avis des gens, qu'ils soient contents qu'il y ait tout le temps de la musique d'ambiance. On n'est pas dans un supermarché quand même. Donc, s'il y a des événements et qu'il y a besoin de sonorisation, eh bien, on les installera. On peut penser des retransmissions, des événements, des rassemblements. On fera ce qu'il faut. La ville fera ce qu'il faut ou l'organisateur le fera. Mais l'idée n'est pas de mettre des haut-parleurs de radio permanente. Vincent, il faudra monter et démonter. La question des odeurs. Alors les odeurs nauséabondes en provenance des voitures et des égouts. Est-ce que des choses ont été pensées, imaginées sur ce sujet ? Pour la première question, pour les odeurs des voitures, oui, puisque c'est lié à la réduction de la place de la voiture. Bien sûr. Sur les égouts, il y a un travail permanent sur l'assainissement. Je ne sais pas s'il y a des problèmes particuliers ici, mais en tout cas, on a des services qui y travaillent. La passerelle Victor Schœlcher sera-t-elle traversée de la Loire privilégiée pour les cycles ? Y aura-t-il un privilège pour les cycles ? Actuellement, les piétons et les cycles ont du mal à cohabiter du fait de son étroitesse. Elle ne sera pas spécialisée pour les cycles, en tout cas elle restera piétonne. Et on aura, de la même manière qu'on a vu des voies dédiées aux cycles sur le dessin de la place de la Petite Hollande, on aura les mêmes voies cyclables pour traverser le pont Anne de Bretagne dans le projet que j'évoquais tout à l'heure de réaménagement de ce pont et du passage des mobilités douces sur ce franchissement de Loire. La passerelle Schœlcher restera un endroit partagé et avec d'abord priorité aux piétons. D'autres questions, puisqu'on a déjà répondu les voici. Du mobilier urbain en quantité permanente. La ville de Nantes manque cruellement de bancs publics, nous dit JCK. Oui, enfin, ça fait partie des usages qu'on travaille sur l'espace public. Même réponse que sur les guinguettes. L'idée est de pouvoir prévoir des endroits où se poser sur la place à différents endroits. Il ne faut pas que des bancs, il ne faut pas que des espaces sans. L'idée est de pouvoir trouver un rythme et des lieux qui soient pensés pour trouver les lieux adéquats. Donc c'est un travail qui est mené par Agence Terre, donc avec un programme et un enjeu assez fin sur la place du mobilier urbain, tout à fait. Alors, on a dit que c'était une place qui permettait à chacun de pouvoir y trouver de quoi correspondre à ses besoins, du calme, de la nature, de la déambulation, des grands événements, comment tout cela va cohabiter. Et c'est l'objet de la question de Gaël qui s'interroge sur ces événements. Comment est-ce qu'ils risquent d'impacter le calme, la quiétude souhaitée par ses habitants ? On peut penser à ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde à cet endroit-là. Il y avait quand même à cet endroit-là des retransmissions, des rassemblements. Donc les matchs de quart, demi et finale de la Coupe du Monde. Oui, ou d'autres événements, mais en tout cas l'idée n'est pas de mettre en permanence d'être une suractivité sur l'espace public, mais de pouvoir avoir un lieu qui peut y répondre quand c'est possible et quand il y a le besoin. Moi, j'ai connu des concerts de rock sur cet espace. Ah oui. Et à plusieurs reprises. On a connu des. J'ai dû vous croiser. Non, mais on a dû s'y rencontrer. Mano Negra. La Mano Negra, exactement. On a le même événement, et puis bien d'autres. Et puis, on peut aussi se souvenir que ça a été un lieu, à l'époque de la Mi-Carême, qui était un espace hyper festif et très fréquenté. Et puis, on a eu la chance d'y voir, il y a quelques années encore, la Petite Géante avec toute sa famille déambuler sur cet espace festif. Alors bon, il faut concevoir l'usage de l'espace comme étant une succession d'événements qui effectivement doivent être régulés par la collectivité et s'enchaîner convenablement et correctement. Mais offrir ces moments de chaleur extraordinaire. Moi, je repense à la dernière déambulation de Royal Deluxe sur cet espace où
Il n'y avait d'ailleurs pas que des Nantais, il y avait des gens de l'ensemble de la métropole dans un moment festif et de bonheur partagé, et que demain on pourra sans doute, et j'espère, retrouver sur cet espace, quand le Covid nous aura fichu un peu la paix. Pensez à mettre, alors c'est pas une question, c'est une suggestion que nous fait NZK, mettre des activités pour les parents, un café de quoi jouer au molki à côté des jeux pour les enfants. Merci pour cette proposition, monsieur ou madame Zuka. Vous avez dit que vous vous associez avec le voyage à Nantes. Qu'est-ce que le voyage à Nantes vous a proposé? Je sais pas. En termes d'aménagement. Je ne sais plus qui a dit ça. Après, effectivement, le voyage à Nantes, c'est la place de l'art sur l'espace public. Donc on peut effectivement se dire que demain, sur cet espace transformé, une ou des prochaines éditions du voyage à Nantes, après les travaux, pourront trouver là l'occasion d'installer un certain nombre d'œuvres. Voilà. Les guinguettes, nous en avons... Pardon. Non, j'allais simplement dire qu'en effet, c'est une façon un peu générale. J'évoquais tout à l'heure le besoin, l'envie de théâtraliser l'espace public. C'est très clairement là que le voyage à Nantes a contribué aux réflexions. Je ne peux pas vous dire c'est à tel endroit ou tel endroit. C'est une façon un peu plus générale, à la fois sur la conception et sur les usages à venir, c'est clair. Mais le fait de conserver un espace ouvert sur le fleuve, de cet espace qui reste cette grande fenêtre qu'on aurait pu végétaliser dans son cœur. Mais en fait, c'est important de laisser cette esplanade ouverte. C'est à la fois le lien au fleuve, et puis c'est cette possibilité de l'utiliser dans des manifestations ouvertes qui pourront même avoir un caractère champêtre à cet endroit. La ville pourrait-elle aider les prioritaires des immeubles disgracieux de l'allée de l'île Gloriette à embellir leur façade, nous demande Axel. Une question patrimoine. Je ne suis pas sûr qu'il fasse référence au patrimoine, mais plutôt des immeubles, des copropriétés qui arborent encore quelques tags qu'il appartient d'entretenir. La ville aide effectivement les copropriétés anciennes patrimoniales à organiser leur ravalement de façade, mais je pense que là on est plus sur d'autres sujets que vraiment les façades de type Fédot ou Quai de la Fosse. Merci. On a déjà répondu aux questions là concernant la place de la piscine et puis les activités sportives et les guinguettes. On a encore quelques questions. Un récapitulatif des échéances pour conclure. Bien sûr, on va en parler dans une seconde, Benjamin. Quelles dispositions sont prévues pour la durée importante des travaux pour limiter les nuisances? Ça, c'est une vraie bonne question que pose Adèle également. La réduction des bruits, comment est-ce que les riverains vont pouvoir supporter ces... Bon, je veux dire qu'on n'est pas encore là. On en est là, c'est les mesures qui seront prises pendant le chantier pour organiser le phasage et puis l'action vis-à-vis des entreprises qui interviendront, voire même l'aide aux commerçants qui pourraient subir des gênes sur l'accès de leur commerce. Donc tout ça sera mis en place, mais dans la phase travaux et chantier. On n'est pas encore sur le phasage du chantier pour le moment. Et le fait qu'il n'y ait plus de parking souterrain, donc qu'il n'y ait pas le creusement du parking, ça diminue fortement les nuisances du chantier. Bien sûr. Parlons d'argent, le coût d'investissement de ce projet, le coût de son entretien, nous demande Marina. 90 millions au total, 70 millions d'euros de travaux. Voilà, c'est clair. Et l'entretien, il sera organisé par les services d'entretien de l'espace public de la métropole, comme le reste des rues. Eh bien, les échéances, voilà plusieurs questions autour des échéances. C'est Thomas Quérault, je vous propose d'y répondre. Les prochaines étapes? Voilà, alors voilà, on va avoir une petite illustration. Aujourd'hui, donc, on est dans les études. Donc, l'idée, c'est que l'agence Terre synthétise un petit peu toutes les observations qui ont été émises, les avis remontés dans toutes les phases de dialogue et de concertation pour faire évoluer le premier projet et puis passer à des propositions, ce qu'on appelle l'avant-projet, pour assurer la faisabilité technique, la transformation concrète et technique des intentions et des projets. On aura ensuite
à faire passer tout ça à la moulinette d'un grand nombre de procédures réglementaires avant de revenir début 2023 pour une enquête publique, hein, qui sera aussi un moment important. Et ce n'est qu'après l'enquête publique qu'on pourra lancer les appels d'offres et commencer les travaux. Donc, en gros, à partir de début 2024. Et puis pendant toute cette période, il y aura encore beaucoup de concertations et d'échanges avec les acteurs concernés, les commerçants du centre-ville, les acteurs du marché, les associations, les riverains. Une communication aussi régulière sur l'avancement du projet et les phases chantier, notamment à destination des riverains, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important et qu'on mène déjà aujourd'hui sur la ville de Nantes et la métropole, mais qui est une phase extrêmement importante. Et puis, évidemment, il nous reviendra de continuer à faire des retours vis-à-vis des Nantais et des métropolitains sur l'avancement de ce projet. Alors, on l'espère effectivement avec des conditions. Alors, il y aura évidemment des moyens électroniques, visio et papier, mais on l'espère aussi à un moment de pouvoir continuer à faire des réunions publiques avec des vrais gens, dès lors qu'on en aura les conditions et la possibilité. C'était des vrais, hein, ceux qui ont écrit. Oui, mais en direct. J'ai vérifié chaque personne. En direct, où on puisse voir les gens, nous en tout cas. Et puis, on aura un certain nombre de différentes étapes et qui nous permettront de rendre compte régulièrement sur l'avancée du projet. L'idée, c'est de pouvoir se retrouver au moins une fois tous les ans d'ici à 2024 pour pouvoir en échanger et préciser où on en est. Merci beaucoup, c'était les échéances. Pascal Prat sur France Info, on appelle ça le rappel des titres. Pour ceux qui nous ont pris en cours, la synthèse en 2 minutes chrono par Pascal Prat de tout ce qu'on vient de se dire. Je ne ferai pas la synthèse de tous nos propos. Ce que je veux redire, Thomas vient de l'évoquer, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée, dans le temps long. Moi, je veux dire, Loire au cœur, c'est un grand projet au cœur de la centralité métropolitaine, et j'insiste sur ce caractère métropolitain. Certes, je suis un Nantais historique né ici, mais j'ai toujours vécu dans la belle commune de Saint-Jean-de-Boiseau, mais je suis attaché à cette ville comme tous les Nantais, les habitants de ce territoire métropolitain, et on est au cœur de notre métropole, sur un espace que nous parcourons tous à différents moments de notre vie au long d'une année. Et puis, je le redis, c'est un territoire qui irrigue, c'est une partie qui irrigue l'ensemble du territoire métropolitain, cette centralité. Donc un projet important, un projet ambitieux. Et puis quand on zoome sur cette partie de la place de la Petite Hollande, c'est un projet d'ampleur qui vient remettre la nature au cœur de la ville et puis qui vient remettre l'ouverture sur le fleuve, le lien au fleuve, au grand paysage maritime. Tout à l'heure, on l'évoquait, et je l'ai dit, dans le fleuve, c'est l'eau et le lien à l'eau. Et le fait de pouvoir toucher éventuellement l'eau, de la voir, c'est un lien physique, à mon avis, important. C'est aussi notre lien en Loire-Atlantique avec l'espace maritime, qui est très fort et qu'on sent jusqu'au cœur de la ville de Nantes et qui est à nouveau révélé dans le cadre de ce projet. Et puis, j'insiste sur un aspect que Henri Bava et Thomas aussi a beaucoup développé et puis qui nous tient à cœur, c'est celui de la renaturation de cet espace, du travail sur les sols, de la lutte contre l'imperméabilisation des sols et retrouver une nature. Alors, je ne sais pas, on parle d'armature urbaine, je ne sais pas, Henri, si on parle d'armature naturelle, végétale, oui. Mais ce grand projet, c'est aussi quelque chose qui vient créer cette armature naturelle et créer ces liens à partir de cet espace d'est en ouest, mais qui pénètre la ville aussi et qui pénètre le cœur de notre métropole. Voilà, je pense que c'est un excellent rappel des titres. Merci, ce projet. Merci beaucoup. Merci Henri Bava et toute votre équipe de l'agence Terre, dont une partie est venue et est en régie. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à vous trois, Thomas Quérault, Pascal Prat, Gilda Salin. Merci aux équipes de Nantes Métropole, d'Emstream. Nous étions au studio de Lille en direct ce soir. Et puis spéciale dédicace à Naïla Badjoui, chef de projet à Nantes Métropole, qui part sur de nouveaux projets. Merci pour votre implication, Naïla. Merci également à Arnaud Renou et toutes ces équipes. Merci pour vos réactions et puis à très bientôt pour la suite des aventures de ce projet extraordinaire. On le prend, cet adjectif-là? Allons-y. On le prend. Merci à tous et à tous et prenez soin de vous. Merci. Bonsoir.